C'est le podcast AWS en français. Nous parlons d'API aujourd'hui. Nous enregistrons depuis le plateau de la conférence API Days à Paris. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormack. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, c'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. J'ai l'habitude de dire, on parle de cloud, de technologie, mais pas que de cloud. Et aujourd'hui, c'est un de ces épisodes où on va parler d'autres technologies, d'API, puisque nous avons le plaisir d'être invités sur le studio de podcast à la conférence API Days qui se tenait en décembre, le 11 décembre à Paris, au CNIT La Défense. Et dans les couloirs de cette conférence, j'ai eu le plaisir de rencontrer Houssane Moustapha. Tu es speaker ici pour la 4e année consécutive, si je me souviens bien. Tu es architecte IT, coach chez Bivouac, une filiale de la BNP Paribas. Speaker API Day, je l'ai déjà dit. Tu as un talk aujourd'hui qui s'appelle How to Fail Your Event-Driven System. Comment échouer son système. Comment on traduit en français, géré par des événements. J'ai toujours du mal à traduire les trucs en français. Merci Houssane d'être là. Alors dis-moi, peut-être commencer par le début. C'est quoi un Event-Driven System ? Bonjour Sébastien, merci de me recevoir. Un système basé sur les événements et on va dire il y a beaucoup de définitions. Donc je vais donner la définition la plus classique, celle qu'on trouvera sur Wikipédia. C'est un système ou un style d'architecture où un système est divisé en plusieurs composants et ces composants échangent via l'envoi de messages ou d'événements, en passant par un composant qu'on appelle souvent un broker. Un broker, un bus. Alors moi, vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast audio, mais j'ai des cheveux blancs et donc je travaille depuis plus de 30 ans maintenant dans cette industrie. Et j'ai déjà vu passer plein de noms, mais pour le même concept. On parlait de AI fin des années 90, de Enterprise Service Bus, peut-être au début des années 2000, peut-être encore un peu avant. Maintenant, dans le cloud et sur AWS, il y a EventBridge et on voit de plus en plus de clients qui développent des architectures orientées événements. Mais l'idée, c'est de découpler le client du serveur en cloud, le producer du consumer, d'avoir des patterns asynchrones, ce qui permet de rejouer des messages, de faire des tas de choses, mais on met le doigt aussi dans une architecture qui peut être un peu plus compliquée à gérer, ou en tout cas différente à gérer, et donc il y a des bonnes pratiques à avoir. C'est le sujet de ton talk. Oui, effectivement, les brokers sont, je dirais, les descendants des bus. Donc on a appris... Les descendants. Oui, on a appris... des problèmes rencontrés en production par les boîtes qui utilisaient des bus. Donc, toutes les leçons apprises, toutes les bonnes pratiques, les outils, l'outillage, c'est ce qui a donné plus tard naissance à des brokers. Et exemple de broker, celui que tu utilises? Oui. Celui que j'utilise le plus, c'est Apache Kafka. Il n'est pas le seul. C'est bien connu, évidemment, de Confluent. Et puis, il y en a d'autres sur AWS. Il y a Kinesis, et puis je parie qu'il y en a des tas d'autres également. Mais c'est de ce genre d'architecture, donc capable d'ingérer très massivement de larges quantités d'événements de façon extrêmement scalable et être capable de redistribuer ces événements à des applications clientes qui vont aller lire dans les partitions du broker. Oui, effectivement. L'évolution des bus ou des events bus, par exemple Kafka, il y a 2 ans, j'avais parlé ici comment faire de Kafka son système nerveux, comment en faire le backbone de son système event-driven et en partageant toutes les bonnes pratiques de config et de développement aussi. Alors j'aime bien la manière dont tu as organisé ton talk autour des risques. How to fail your event-driven, c'est le titre de ta conférence. Tu en as identifié 12 qui correspondent aussi à 12 choses à ne pas faire. Donc 12, si on le prend dans l'autre sens, 12 best practices, 12 choses qu'il faut faire pour réussir son projet. Si je le reprends par la positive, j'aime bien 12. C'est un nombre rond. Blanche-Neige et les 12 nains, les 12 doigts de la main, les 12 mois de l'année. On y va, on se lance dans la liste. Quel est le premier risque que tu vois, basé sur ton expérience, pour rater son architecture event-driven ? L'un des premiers risques, c'est de penser que tous les événements qui traversent notre système sont équivalents, qu'ils ont la même importance, qu'ils ont la même structure et qu'ils doivent être réfléchis et traités de la même manière, ce qui n'est pas le cas. Tu peux donner des exemples ? Je donnerai par exemple, dans un système bancaire, traiter une opération bancaire via une carte
Donc un paiement par carte d'un un paiement client. par carte a des incidences, alors que dire qu'un utilisateur s'est connecté à une heure précise depuis un appareil quelconque sont deux informations différentes. La première, qui est l'opération bancaire, elle a besoin d'être traitée uniquement une seule fois pour ne pas créer de problème. On ne veut pas de clients mécontents. Par contre, partager plusieurs fois la même info qu'un client s'est connecté depuis le même appareil à la même heure, on peut accepter des doublons. Et donc la solution là, c'est quoi? C'est créer une typologie d'événements, être capable de reconnaître un événement métier d'un événement technique? Il faut faire une séparation des événements métiers et des événements techniques, parce que les événements techniques, souvent, c'est du logging, c'est de l'archivage, c'est des données que l'on peut rejouer, que l'on peut recréer. Par contre, tout ce qui est métier est normalement issu d'une action client. Donc, c'est un événement qui, à la fois, est une demande de service ou une demande d'information. Donc, on doit avoir toutes les demandes de service, on va les appeler des commandes. Donc, je souhaiterais que mon composant effectue telle opération dans ce système. Donc, mon composant, lui, peut aussi demander à un sous-ensemble ou un autre composant du système de faire une action complémentaire. Par exemple, j'ai passé une commande sur Amazon, j'ai utilisé ma carte, elle a été débitée et je vois que la livraison est prévue pour dans 2 jours et je finis par recevoir mon article. Mais j'ai plusieurs composants qui sont entrés en compte. Le premier qui m'a débité, celui qui a reçu et traité ma demande, celui qui a préparé la livraison, celui qui l'a acheminé. Souvent, c'est des composants différents, indépendants et déployés géographiquement. Et comment les développeurs peuvent faire pour se réaliser, pour comprendre cette typologie des événements? Il faut travailler avec le métier, forcément, mais après, on documente ça comment? C'est des fichiers Word, c'est du Markdown, c'est un wiki, ou il y a des choses plus structurées? Je dirais que oui, travailler avec le métier, parce qu'on fait notre boulot, c'est de réaliser plus ou moins les rêves du métier, parce qu'on doit rapporter de l'argent, et c'est souvent le métier. Mais c'est documenté comment? La documentation, elle peut se faire en 2 phases ou sous 2 formes. La toute première, c'est avoir un business process model qui est connu de tout le monde, qui est partagé par... C'est un peu le rêve, non? On arrive à faire ça, à le maintenir à jour à l'échelle d'une entreprise? À l'échelle d'une entreprise, avec les bonnes pratiques, on peut plus ou moins le rajouter à son framework de gouvernance et de release management. Dire que chaque composant qui doit être déployé doit avoir une documentation, doit exposer son business process et utiliser un standard. C'est le plus facile. Par exemple, là où j'étais ou là où je suis, les événements ou les business process sont définis via BPMN plus un fichier Markdown. D'accord. Avec une structuration très simple, très flat. Pendant le dev, et ça fait partie du soft, c'est commité et aussi c'est répliqué dans des outils de documentation d'entreprise pour que plus de monde puisse accéder à ce catalogue et savoir ce qui existe et comment il est utilisable. Alors, tu l'as dit dans ta définition au début, un système event-driven, excusez-moi pour l'anglicisme, je ne vais pas trouver de mots plus simples, c'est souvent asynchrone aussi, il y a des producers et des consumers, ça nous amène au risque de... Oui. Souvent, quand on adopte une architecture event-based ou event-driven, on découvre cette façon de faire, cette philosophie. Mais on vient avec tous nos réflexes du monde synchrone qu'on faisait avant, surtout pour ceux qui ont l'habitude de développer des API REST ou autres. On réfléchit requête-réponse, request-reply. J'envoie une demande et j'attends la réponse. Alors que quand on est en event-based, on est dans une autre philosophie qui peut être résumée en fire and forget. Envoyez votre message, assurez-vous qu'il est bien reçu par le composant central et passez à autre chose. Parce que la réponse, elle peut venir immédiatement, dans quelques millisecondes, dans quelques secondes ou quelques minutes. Vous ne pouvez pas tenir votre client ou votre process en attente d'une réponse. J'ai déjà vu ça, hein, des process où on attend justement des notifications, etc. Et on recrée un espèce de spaghetti synchrone dans quelque chose qui est de façon inhérente, structurelle, asynchrone. Oui, quand on se retrouve dans cette situation où on s'efforce de reproduire de l'asynchrone sur du synchrone,
c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt pour aller vers du event-based ou parce que ce n'est pas fait pour nous, pour notre domaine. Ce qui est tout à fait normal. Oui, il y a des et process logique. métiers qui sont synchrones. Oui. Ça sert à rien de vouloir les rendre asynchrones non plus. Exactement. Ouais. L'asynchrone a beaucoup d'avantages, mais il ne répond pas à tous les besoins. Donc, il faut déjà identifier son besoin afin de se munir de la bonne archi, des bons outils et de la bonne façon de faire. Quand votre système peut être, ou quand votre travail peut être décliné en workflow et que dans ce workflow, vous avez des étapes et vous avez des acteurs et ces acteurs n'ont pas forcément besoin d'être tous présents au moment où vous lancez le traitement, là, vous êtes un bon candidat pour du event-based. Parce que chaque acteur qui est sollicité va attendre une demande dans un format spécifique, dans une structure spécifique. Il fait son traitement et il partage le résultat de son opération. Et l'un des pièges quand on développe des workflows, c'est un workflow veut dire qu'on a un début et on a une fin. Entre le début et la fin, on peut avoir une ou plusieurs étapes. Vous devez, dans votre workflow, aussi penser à quand il y a un échec en cours de traitement, comment on fait? Est-ce qu'il faut faire un rollback? Est-ce qu'il faut faire une continuation? Parce qu'un process qui est démarré, un workflow qui est démarré, doit toujours arriver à une fin. Il doit se terminer. Il Peu doit importe se terminer. le statut. Erreur ou succès, mais il doit y avoir une fin. Il doit y avoir une fin. Et pour certains workflows, on a besoin d'annuler des effets qui ont été provoqués par les étapes. On va en reparler tout à l'heure oui. quand on va parler d'idempotency et des choses comme ça. Tu l'as dit au début, ces systèmes-là permettent de scaler à très très grande échelle. Et qui dit scale dit cluster. Qui dit cluster introduit toute une nouvelle gamme de problèmes en termes d'ordre des événements. On va en parler aussi, etc. Mais donc il faut pouvoir répartir les événements sur différents nœuds du cluster. C'est ce qu'on appelle du sharding, partitionnement. Pour ça, il faut une clé de partitionnement. Comment est-ce qu'on choisit cette clé de partitionnement? Et by the way, si je suis ton menu, c'est risque 3, mauvais choix de clé de partitionnement. Oui. Choisir une mauvaise clé de partitionnement, c'est mettre en péril son infra. Mais au tout début, tu as parlé de cluster. Et quand on est en production, on ne peut pas s'aventurer à avoir un seul nœud. Oui, bien sûr. C'est au Personne minimum ne le 2, fait. voire 3. Donc, quand on sait qu'on doit avoir plusieurs nœuds. Donc, on doit avoir de la résilience. Et pour avoir de la résilience, un nœud peut à tout moment tomber, disparaître, avoir un souci et être inaccessible, temporairement ou définitivement. Donc, il faut que la donnée sur ce nœud ne soit pas perdue. Donc, elle doit être répliquée. Donc, il y a c'est tout un monde, la gestion de ces clusters. Mais on va supposer qu'on part sur un cluster qui est bien configuré, qui est sur la bonne infra, qui est composé de plusieurs nœuds. Et toutes les bonnes pratiques de partitionnement, de réplication sont faites au niveau infra, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est le niveau applicatif qui, plus ou moins, crée de la charge sur cette infrastructure. Et donc, une application client, elle doit décider dans quel nœud elle doit aller taper son message. Si on dit qu'elle doit décider de quel nœud cibler, on crée un couplage qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on veut, c'est je veux envoyer une donnée et je veux qu'elle finisse dans une liste spécifique, que ce soit en fonction d'un client, en fonction d'un métier, en fonction d'une demande spécifique. Et donc, typiquement, c'est le driver, c'est le client qui va faire ça. Il va prendre un champ, appliquer une fonction de hachage et déterminer est-ce que cette donnée-là va aller dans le nœud 1, 2 ou 3. Oui. Donc, je prendrai exemple sur Kafka, que je connais mieux et que j'utilise beaucoup plus que les autres. Donc, dans la page Kafka, un message qui est envoyé dans un topic va finir dans une partition, mais le choix de cette partition n'est pas vraiment aléatoire. Il est dépendant de l'application d'une fonction de hachage sur une clé que l'application qui envoie la donnée, le producer, décide. Donc, le producer peut décider de ne pas utiliser de clé. Et dans ce cas, c'est Kafka qui va décider. Laisser Kafka décider de la partition. Et là, Kafka fera le nécessaire pour gérer le plus équitablement possible cette répartition. Et des fois, on a besoin d'avoir un peu plus de contrôle sur cette répartition. On a des clients VIP, on a des process pour lesquels on veut faire du fast track. Donc, si on fait du random, on ne sait pas si ce message va arriver dans une fast track ou pas. Donc, on ne va pas utiliser une clé nulle, on va définir une clé. Et en définissant une clé, on finit par
tomber dans une partition. Et quand notre choix de clé n'est pas bien réfléchi, n'est pas bien équilibré, on risque d'avoir des partitions qui sont plus sollicitées que d'autres. Donc, les nœuds qui traitent ces partitions vont avoir plus de charge pendant que d'autres... Et donc, le cluster ne sera pas bien balancé. Certains nœuds seront plus lents, plus chargés, voire même trop chargés et vont plus répondre dans les temps voulus, etc. Donc, le choix de cette clé dépend vraiment aussi du métier. Si on prend le numéro de client, si un client qui fait 20 000 transactions de plus qu'un autre, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, c'est quoi, selon toi, une bonne clé de répartition? Une bonne clé, quand elle n'est pas nulle, elle est dépendante du métier. Elle est drivée par le business. Et quand votre système est multi-tenant, vous allez utiliser le tenant comme un champ dans cette clé. Ça pourrait, ouais. Donc, la clé peut être atomique, on va dire un simple string si on veut, où on fait des concaténations, comme ça peut être aussi un objet composite. Et souvent, c'est beaucoup mieux. Donc, dans un objet composite, on va s'assurer de toujours avoir la même structure pour rester logique. Donc, utiliser le tenant, utiliser le business entity. Chez AWS, alors c'est pas lié à Kafka, mais on applique une architecture souvent appelée shuffle sharding, où on sépare les clients dans des shards. Par exemple, si je démarre une instance EC2, le control plane EC2 qui va prendre ma commande sera pas le même que celui qui va prendre ta commande. Exactement. Par exemple. Et on fait du shuffle sharding, c'est-à-dire on assigne les shards un peu au hasard pour éviter que tous ceux qui ont le même ID ou la même provenance géographique, par exemple, terminent sur le même shard, ce qui augmenterait le risque en cas de panne de ce chart-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire avec des event-driven architecture aussi? Oui. Tout dépend de l'outil que vous utilisez. Je donnerai exemple toujours sur Kafka. Avec Kafka, oui, on a cette possibilité, en choisissant une bonne clé de partitionnement, avoir une répartition équitable, avoir une répartition en fonction même de sa position géographique. Parce que souvent, on a des clusters qui sont, eux, mis en clusters, donc divisés en différentes régions. Et en fonction du choix de sa clé, on peut décider si on va sur une région spécifique, sur une zone spécifique. Ouais, donc combiner différents critères, pas uniquement utiliser des critères business, mais un mix de critères business et techniques. Exactement. Pour choisir le shard. Ces systèmes-là, ils fonctionnent sur la durée, et sur la durée d'un business, forcément, les données évoluent, et donc le schéma des données que je vais envoyer dans ces systèmes vont évoluer aussi. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte, et c'est de risque numéro 4, l'évolution du format de données, versionner ces formats de données, comme on le faisait sur des API d'ailleurs. Oui, exactement. C'est comme aujourd'hui, on a une table qui va évoluer parce que le besoin métier a évolué. Sauf que cette évolution, on ne la fait pas seul dans son coin, parce que dans un système basé sur les événements, ou bien nous sommes consommateurs d'un contrat, j'ai besoin de demander l'exécution d'une action, donc je dois savoir dans quel format formuler ma demande. Donc quand aussi moi je fournis un service ou je partage de l'information avec les autres composants de mon système, je dois le faire dans un format, dans une structure qui est connue des autres, parce que c'est ce qui est utilisé dans le métier. Donc, ajouter un nouveau champ, modifier un champ, modifier le type d'un champ peut paraître tout à fait logique, simple pour moi, n'a pas beaucoup d'incidence sur moi parce que je le prends en compte dans mon traitement. Par contre, une application qui n'a pas connu le même cycle d'évolution peut s'attendre à un format ou à une structure légèrement différente. Et quand elle n'est pas conçue ou pas développée en mode défensif, comme on peut dire, ça peut faire tomber des applications qui tournent et elles se retrouvent down, elles se retrouvent dans l'incapacité de faire leur traitement parce qu'un schéma de données a évolué. Et pour éviter ça, on doit définir et versionner son schéma. On doit toujours partager l'ID du schéma qui est utilisé dans l'événement qui est partagé. On doit avoir un catalogue. Oui, c'est dans les headers, avoir un numéro de version du schéma. Oui, ou un numéro de version dans son release note. Et le code qui en tient compte, qui va lire et qui a des if comme il faut pour dire si c'est cette version-là, alors je m'attends à trouver ce champ-là. Ça veut dire qu'il faut un schéma registry aussi, ça fait partie des best practices. Exactement. Donc, on veut avoir des schémas, on veut suivre leurs évolutions. On veut, à un moment donné, on peut avoir plusieurs clients qui utilisent des versions différentes du schéma pour un même événement ou un même business case.
Est-ce que pour isoler les consumers, donc les clients qui vont lire dans le broker, avoir un topic par version, c'est des choses, c'est tout à fait débile comme remarque ou c'est des choses que tu as déjà vues? C'est quelque chose que j'ai déjà vu. On se dit c'est facile. Par contre, c'est une mauvaise pratique parce qu'une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Ouais. Le versionning, par exemple, dans les bonnes pratiques de Kafka, c'est avoir le numéro de la version dans le nom du topic, mais à la fin du topic. Comme ça, on peut dire quand on a un changement majeur, un breaking change, on va même changer de topic. Pourquoi? Parce que les données qui sont dans ce topic, elles ne sont pas éphémères, elles sont là pendant une bonne période. Donc, on ne peut pas modifier les données existantes. Donc, souvent, changer de topic parce qu'on a fait un changement majeur, mais vraiment breaking, oui, ça se fait. Je ne dirais pas que c'est une bonne ou mauvaise pratique, mais c'est une pratique et elle se justifie. Les schémas basés texte sont peut-être plus faciles à gérer pour le versionning que les schémas binaires, parce qu'un format JSON ou XML, s'il y a encore des gens qui font de l'XML, excusez-moi, mais JSON, on rajoute un champ, et puis si une application ne le lit pas, elle ne le lit pas, mais elle ne va pas cracher, en tout cas, s'il y a un champ en plus. Donc, souvent, on utilise du Avro ou du JSON. On peut, en fonction du schéma qui est défini, être plus permissif pour l'ajout de nouveaux champs. Donc, quand on ajoute un champ, on va accepter qu'il est optionnel. Donc, que mon downstream en tienne compte ou non, ça ne doit pas avoir d'effet. Par contre, si un champ doit être ajouté et qui doit être pris en compte par le métier, il faut que mes consumers évoluent avant mon déploiement. Donc, c'est une gestion de life cycle à avoir. Et du coup, on recrée des dépendances entre les consumers et les producers. C'est ce qui est un peu ce qu'on voulait éviter en choisissant. Pour éviter cela, on va penser à versionner. Ce que ça veut dire que pendant un moment, l'application qui produit, elle doit produire 2 versions différentes du même message dans 2 topics différents. Et ce n'est pas spécifique au Event-Driven Architecture. On a exactement le même problème avec les API REST traditionnels. Il faut versionner ces API. Exactement. On a la bonne fâcheuse habitude de reproduire les mêmes erreurs, quel que soit le nouveau pattern. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, on recommence toutes les mêmes vieilles erreurs. On voit ça avec les agents IA maintenant. On oublie la sécurité, l'authentification et des choses comme ça. Ce qui nous amène au risque suivant. Authentification, sécurité. Évidemment, à l'échelle d'une entreprise, on va avoir des centaines de producers, des milliers de consumers, peut-être répartis sur des zones géographiques différentes, dans des data centers différents, dans des régions cloud différentes. Comment est-ce qu'on sécurise une event-driven architecture? Déjà, un terme qu'on n'a pas beaucoup utilisé, c'est le topic space. Dans notre event-driven architecture, tous nos messages sont envoyés et catégorisés, que ce soit via des queues ou des topics. Donc, tous ces topics, toutes ces queues, on va les appeler notre topic space. Donc, tous les événements qui naviguent dans cet océan sont produits par des applications, lus par d'autres, et il ne faut pas que ce soit open bar, parce qu'il se peut que un déploiement raté, on pointe sur de mauvais topics. Envoyer des données clients sur un topic carte alors que ce n'est pas le format de données attendu. Et les applications en downstream vont recevoir des messages qu'ils ne sont pas censés recevoir et ne pas savoir quoi en faire. Et là, on a tous les problèmes qui vont avec. Donc, on doit définir des barrières, s'assurer que les applications ont accès au bon topic, que ce soit en lecture ou en écriture. Et pour ça, on définit des Access Control Policies. Et pour définir des Access Control Policies, on doit pouvoir identifier le composant qui souhaite publier ou lire. Oui, si on veut dire que seulement tel client ou les clients de tel groupe, quand je dis client, je parle d'application cliente, de consumer au sens peut lire tel topic, il faut qu'on puisse identifier que c'est de l'application de tel groupe. Et donc, il y a un aspect autorisation, bien sûr, mais pour avoir de l'autorisation, il faut de l'authentification. Exactement. Donc, on doit penser son authentification, son autorisation, et on peut aussi le faire au niveau de l'infrastructure. L'application est bien identifiée, elle utilise les bons credentials, elle vient avec le bon certificat. Par contre, elle n'est pas déployée sur le bon cluster. Ah oui, donc c'est un mix de qui je suis et où je suis. Oui, et idéalement, tenir compte de où je suis. Sinon, il se peut qu'un développeur, depuis son poste perso, puisse se connecter et ce n'est pas souhaitable. Donc, le où je suis est très important et il faut en tenir compte. En plus de qui je suis, où je suis, à quoi est-ce que j'ai accès, on doit me définir des limites. Un rate limiting
pour que je ne bombarde pas le système en tant que producer et souvent être un mauvais voisin et créer beaucoup de problèmes. Et dès qu'on a ces policies qui sont définies, on doit avoir un catalogue à jour. Et ici, dans notre catalogue, on n'a pas que les topics, on a toutes les applications et le rôle qu'elles jouent dans ce système. Est-ce qu'elles sont producers? Pour quel topic elles le sont? Est-ce qu'elles sont consommateurs? Pour quel topic elles le sont? Et quand elles ont les deux casquettes, il faut aussi avoir une ligne pour la casquette producer, une ligne pour la casquette consumer. C'est quelque chose qui va plutôt impacter les gens qui déploient ces solutions, les DevOps, parce que le développeur, il va développer sur son Kafka local ou son petit cluster local. Souvent, il n'y a pas d'authentification. Donc, c'est dans ce que tu vois dans les déploiements Kafka d'entreprises sur lesquelles tu as travaillé, ça vient après ou ça doit être pensé dès le début? Idéalement, pensé dès le début. Parce que le fait de savoir que notre application doit s'authentifier peut souvent impacter comment on conçoit et on développe son système. Donc, dans une entreprise où je suis passé, c'était dans le cycle de développement. Depuis le dev, depuis l'environnement de développement, on est dans un environnement où les apps doivent s'authentifier et les policies sont définies automatiquement via la pipeline, via le catalogue. Dès qu'on ajoute un nouveau topic, on ajoute les bonnes permissions pour les applications qui sont producers, celles qui sont consumers. Mais en dev, on est plus ou moins en open bar sur la partie où je suis. Parce qu'on accepte qu'on puisse être sur différents clusters, sur l'infralocal, sur son poste, et publier des messages dans des topics de dev. Donc, avec le bon cloisonnement, avec les policies, on peut autoriser certaines choses en fonction de l'environnement où on développe. La présence aussi d'un catalogue qui liste les topics, les producers et les consumers a beaucoup d'avantages, surtout pour la gouvernance. Quand on veut faire évoluer un topic, on connaît les dépendances. Ouais. Tout de suite, on a les dépendances. Quand on veut savoir quelles sont les applications qui utilisent le numéro de téléphone d'un client, on a celles qui publient et celles qui lisent. Donc, depuis ce catalogue, une interface unique et on a toutes les infos. Donc c'est lié au sujet de gouvernance dont on parlait tout à l'heure. La gouvernance est beaucoup plus difficile dans les systèmes event-based parce qu'ils sont distribués et on ne peut pas tout suivre. Donc, il faut plus ou moins se donner les outils pour ne pas tomber dans ce piège et avoir un catalogue qui à la fois liste les topics et leur schéma, mais aussi les applications et le rôle qu'elles jouent dans ce topic space. Alors, quand j'écris des consumers, donc des applications clientes qui vont aller lire ces messages, ça m'arrive qu'il y a un message que je ne peux pas traiter parce qu'il y a une erreur, peut-être. J'appelle une API, c'est en erreur. Peut-être que le message est mal formé, peut-être qu'il n'est pas de la bonne version, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces messages? Parce que l'exemple que je prends toujours, moi, c'est les systèmes de queue, comme SQS sur AWS, où une application cliente va aller prendre un message. Si elle ne le traite pas en un certain temps, le message sera à nouveau visible dans la queue. Et donc, une autre instance va reprendre ce message. Mais ce message, il va rester au-dessus de ma queue et il va bloquer tous les messages qui sont derrière. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose avec Kafka ou pas. Mais dans tous les cas, ce message, c'est un message d'erreur et il faut en faire quelque chose. Oui, c'est très connu dans le monde event-based. D'ailleurs, ces messages, ils sont appelés poison pill. Donc, quand on a ce poison pill qui est sur sa chaîne... qui tue. Exactement. Notre composant reçoit un message qu'il n'est pas en capacité de traiter. S'il ne le traite pas correctement et que cette application crash, le message est remis dans la pile ou dans Kafka, il reste toujours dans le topic et la partition. Il peut être récupéré par une autre instance et il va faire tomber toutes nos instances les unes après les autres. Ça fait grossir les topics, les partitions et les queues. Donc, dans la logique du composant consumer, quand je rencontre un message que je n'arrive pas à traiter, je dois avoir un nombre de retries, pas à l'infini, 3 à 5 grand max. Quand je n'arrive pas à le traiter, je dois le mettre de côté dans une autre liste, dans une dead letter queue, en mettant à la fois le message que j'ai reçu, son offset ou son index et l'exception qui a été levée pour que la personne qui va... Donc c'est comme une corbeille de papier où on met tous les messages qu'on n'a pas su traiter, à la différence d'une corbeille de papier qu'on va en faire quelque chose. On va pas Exactement. Parce qu'il peut y avoir des transactions de carte de crédit là-dedans. Ah oui, on ne peut pas perdre de données et on ne souhaite pas perdre de données. Donc tous les messages qui vont finir dans cette dead letter queue... Et on en fait quoi? Doivent déclencher une alerte pour que quelqu'un vienne jeter un coup d'œil et voir comment
Est-ce que c'est un problème de schéma? Est-ce que c'est un problème de permission? Mais on doit venir identifier le problème. Est-ce que c'est un bug applicatif? On ne perd pas le message. Il lève une alerte. Il permet souvent de détecter et corriger des bugs et puis le remettre dans la queue. Il est déjà dans la queue et le retraiter. Et je me pose toujours la question, dans ton expérience de ce que tu as observé, comment est-ce qu'on traite ces messages? Est-ce que c'est manuel finalement? Il y a une alerte qui se déclenche, ça t'a dit, c'est best practice, et puis c'est quelqu'un qui va aller regarder pourquoi. Alors, je prends mon expérience de vieux con, cheveux blancs, mais on parlait des messages Swift Alliance, donc les messages financiers qui sont échangés entre les banques. À mon époque, si je reprends, c'était effectivement des personnes qui allaient regarder les messages qui n'étaient pas processés, essayer de comprendre pourquoi, quel était le champ manquant ou mal formaté, etc. Comment ça se passe aujourd'hui au XXIe siècle? Je dirais que c'est toujours manuel, parce que si automatiquement on pouvait le traiter, il n'y aurait pas de raison que le composant consumer n'ait pas réussi à le traiter. Et c'est souvent un problème, ou bien le message est mal formaté, ou un code applicatif, un bug applicatif dans notre code, et il faudra le corriger. Donc risque 6, ne pas gérer les messages qui sont en erreur, ne pas avoir de dead letter queue, c'est le nom technique qui existe depuis très longtemps. J'ai cité Swift Alliance, il y avait déjà ce concept-là il y a très longtemps. Dans le pionnier des systèmes de messages qui est IBM MQ Series, en tout cas le pionnier en entreprise qui existe depuis les années 80, il y avait déjà un système de dead letter queue, c'est pas un nouveau concept. Oui, effectivement, ce n'est pas un nouveau concept. On va dire que la plupart des concepts dans Event Driven ne sont pas nouveaux. Ouais. Ils datent de quelques décennies, mais ils s'appliquent de mieux en mieux à ce style d'architecture ou ce style d'application. Mais on ne réinvente pas la roue. Les mêmes problèmes existaient avant. Et on applique les mêmes technologies pour les résoudre. Alors, j'ai ce problème, j'ai ce message qui est en problème. Je suis un opérateur humain, ou peut-être métier même, je vais changer le champ qui va bien. Je vais rejouer le message après, mais là, il y a un risque qu'il soit traité 2 fois, parce que peut-être d'autres systèmes l'ont traité, il y a juste un système qui ne l'a pas traité. Donc ça, c'est ton risque 7, c'est comment est-ce qu'on gère les doublons? Effectivement, dans un système event-based, on part souvent avec ce qu'on va appeler exactly once semantic, c'est-à-dire on espère que notre message sera traité une seule fois et avec succès. Ça, c'est un mythe. Voilà, c'est le meilleur du monde, ça n'arrive jamais. Ou ça arrive en théorie. Jamais. Même en théorie, ça n'arrive pas. On est sûr que quand on fait quand on est dans ce genre de système, ça va planter un moment. Un message peut être publié plusieurs fois. Un même message peut être publié plusieurs fois. Un message qui a été publié une seule fois peut être traité plusieurs fois. Donc, on doit en tenir compte sur toute la chaîne. Et pour en tenir sur toute la chaîne, le composant qui produit doit donner un maximum d'informations pour aider les composants downstream pour savoir s'ils ont déjà traité ou non ce message. Donc, le composant qui publie utilise, on va souvent dire, des clés de dedupe ou deduplication keys, une clé permettant de dire que ce message est unique. On peut utiliser un UID. OK, ça nous donc un identifiant unique. Oui. Donc, on a 32 caractères. On est sûr qu'on a très peu de chances d'avoir des doublons. Mais idéalement, avoir aussi des clés de déduplication qui sont composites. Avoir un ID métier, oui, mais avoir aussi le nom de l'application qui a publié, avoir un maximum d'infos sur le tenant, sur le business unit. Toutes ces informations permettent d'augmenter les chances d'avoir un ID vraiment unique. Parce que, OK, un ID sur 32 caractères, pour le moment, il est unique, mais on ne sait pas dans quelques années, avec le volume de données qui grandit, est-ce qu'on va commencer à rencontrer des collisions ou pas? Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais pensons à avoir des clés composites et ces clés seront utilisées par les downstream pour savoir est-ce que ce message a déjà été traité, que ce soit par moi, cette instance, ou par une autre instance. Et donc, les clients doivent être écrits de telle façon aussi à penser, tiens, un événement peut arriver 2 fois, contrairement à une API REST. Enfin, non, même avec une API REST, il faut penser, quand on écrit un système moderne, de dire, tiens... Exactement. Même avec les API REST, même avec les API REST, on avait ce problème qu'on appelait post-back, où j'ai 2 fois la même requête post. Comment je fais pour savoir que la deuxième est un doublon de la première? Ça nous amène à
au challenge suivant, c'est la gestion de la consistance, parce que dans tes downstream, il peut y avoir des bases de données, il peut y avoir des données qui doivent être mises à jour à plusieurs endroits en même temps. Alors, il y a deux sources de risques là. Le premier, c'est qu'on est en asynchrone sur du long terme, et donc on peut avoir des mises à jour qui se font à travers plusieurs transactions au fil du temps, et puis il y a les messages qui reviennent en doublon, etc. Donc, le risque numéro 8, c'est comment est-ce que je gère la consistance de mon système. Ici, consistance, très souvent on dit consistance éventuelle. Et ici, éventuelle ne veut pas dire que c'est probable. C'est peut-être consistant, peut-être pas. Pas du tout. Non, Ici, c'est pas ça que ça veut éventuelle dire. veut juste dire à terme, on est À sûr, un moment, ça à un sera moment donné, consistant. on va atteindre un Ouais. stade final de Je crois que cette. c'est important de faire la différence. Effectivement. Exactement. Donc, le terme lui-même, eventual consistency. Oui, c'est eventual en anglais. On l'a mal traduit oui, en français. Est-ce exactement. qu'éventuel en français a cette. C'est que non, c'est pas probablement, éventuellement, peut-être oui, peut-être non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'à un point dans le temps, on va atteindre un stade final. Comment est-ce qu'on fait ça? Et du moment qu'on sait que notre objet métier ou notre opération va atteindre un stade final, mais qu'au moment où nous affichons cette donnée ou que nous la recevons pour faire un snapshot, pour la traiter ou pour la lire, qu'elle n'est peut-être pas à son stade final, on doit avoir quelque part une information qui nous dit elle est toujours en cours de traitement, cette demande. Elle n'a pas encore atteint son stade final. Le stade final peut être un échec comme un succès, mais je dois à tout moment savoir que je n'ai pas encore atteint le stade final. C'est-à-dire que tu recommandes l'utilisation d'un repository avec un statut global d'une transaction qui dit en cours de traitement, par exemple, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment finie? On peut dire en cours de traitement, mais ça, parfois, c'est très Trop vague. vague. C'est trop vague, surtout quand on a un workflow qui est composé de beaucoup trop d'étapes, de plusieurs étapes. Idéalement, avoir un statut qui dit en cours de traitement et aussi le détail. Oui, à quelle étape je suis. étape elle est, etc. Avec tous les ID Exactement, correspondants. avec les bons ID, avec les bons termes et c'est domaine spécifique. Parce que je sais que dans une banque où j'étais, on voulait s'assurer que les demandes clients étaient traitées assez vite. On a un SLA de 48 heures pour traiter un problème. On veut savoir à quelle étape se trouve le traitement de ce dossier. Pour savoir est-ce que la personne ou l'entité qui doit traiter cette demande, est-ce qu'elle est surchargée ou pas. Si ça fait plusieurs heures que la demande est chez eux, ce n'est pas normal. Et où est-ce qu'on stocke ça? Parce que un peu naïvement, dans ma question précédente, je disais est-ce qu'il faut un repository central? Je pensais à une base de données centrale où on stocke tout ça. Mais là, ça introduit des tas d'autres problèmes de disponibilité, de scalabilité. Ou est-ce qu'on met ça dans les métadonnées des events et donc finalement les données sont réparties et restent attachées au message initial? Idéalement, avoir cette information dans la donnée elle-même, dans le message lui-même, Comme et les aussi métadonnées. dans les métadonnées. Parce que quand on envoie son message dans son topic space, le message ou la donnée elle-même, elle peut être chiffrée, elle peut être cryptée. Donc, impossible qu'un composant qui s'assure juste que le workflow suit suit la norme ou suit son Oui, il ne peut pas avoir accès nécessairement au payload du message. Et parfois, c'est souhaité qu'il n'ait pas accès. Donc, on doit lui donner l'information dans les métadonnées, juste pour lui donner un bref aperçu. En cours de traitement, étape 3. Comme ça, si on a des API qui sont utilisées par nos applications web ou mobiles, que sur l'interface, qu'on ait cette information, qu'on la fournisse au client pour lui dire c'est en cours de traitement et c'est à telle étape. Alors, je reviens un peu en arrière. Le risque 7, c'était gérer les doublons. Risque 8, la gestion de la consistance. Et si on combine les deux, on arrive au risque 9, qui est si j'ai un système transactionnel et que je risque de publier 2 fois un événement, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un challenge qu'il faut adresser quand on conçoit son système. Effectivement, quand on dit doublon, c'est souvent le publisher ou le producer qui est coupable. Ça peut être un bug applicatif et ça peut aussi être un problème réseau. Je veux écrire dans ma base et une fois que j'ai fini d'écrire une information dans la base, envoyer une copie dans mon topic space. J'ai réussi à écrire dans ma base et pendant que j'essayais d'envoyer dans mon topic space, j'ai eu un problème réseau. J'ai fait plusieurs retries et ce n'est pas parti. Et donc là, on se retrouve dans un système inconsistant. À un exactement. moment. On se retrouve avec une donnée dans la base qui n'a jamais été propagée dans mon système. Et il se peut aussi que je ne réussisse pas à écrire dans ma base et que le code ne soit pas bien fait et que cette donnée
aille quand même dans mon topic space. Et là, j'aurai un événement dans mon topic space qui ne correspond à aucune donnée dans mes bases. Pour éviter ça, Comment est-ce qu'on fait? il y a plusieurs façons de faire. Les deux grandes familles, c'est la famille Change Data Capture. Donc, c'est tout un monde. Donc ça, c'est les outils qui capturent les changements dans une base de données et qui les Et propagent qui les ailleurs. propagent dans notre topic space. Et pour leur permettre de faire plus facilement leur boulot, on va leur dédier une ou plusieurs tables qu'on va appeler des outbox tables, donc le pattern outbox pattern. Donc, je fais ma transaction et j'écris dans 2 tables de ma base uniquement. Ouais, le Outbox Table, moi je le vois un peu comme un journal, une table d'événements, enfin de journal, un log de tout ce que j'ai changé dans ma base de données. On a ce wall, oui, le write ahead log, sauf que le outbox pattern, quand on utilise une outbox table, disons j'ai une outbox table pour les profils clients. J'ai une table client qui a un certain nombre de champs dans une structure donnée. Et dans ma table outbox client, je peux avoir un schéma de données différent. Les données qui seront mises dans la outbox table sont destinées à être publiées dans le topic space. Ça peut être les données avant l'écriture, après l'écriture, plus des tas de métadonnées. Exactement, on peut avoir le before, le after, les métadonnées, l'acteur ou l'application qui a déclenché ce changement. Et là, on a des outils, il y en a pléthore, que ce soit en open source ou dans le monde payant, qui sont robustes, qui sont battle-tested. Ils vont se connecter à cette outbox table et s'assurer que la publication est faite correctement dans notre topic space. Ne pas le faire, c'est créer des événements fantômes ou des données qu'on ne retrouve pas dans les bases de données. Et c'est à éviter. Donc ça, c'était le risque 9. Il nous en reste 3 avant la fin de cet épisode du podcast, enregistré donc depuis la conférence API Days à Paris, qui se tenait au CNIT le 11 décembre. Risque 10. Ah bah oui, ça c'est... Forcément, on parle de systèmes distribués depuis le début de cet épisode et d'asynchrone. Et parfois, notre métier, il est très dépendant de l'ordre des événements. Or, si on est asynchrone sur un système distribué, on pourrait imaginer un système qui processe un événement avant un autre. Certaines applications ont besoin de garder l'ordre des événements. Comment est-ce qu'on fait? Pour conserver l'ordre des événements, on va dire que c'est la charge de l'application qui publie les données dans notre topic space. Pour s'assurer d'un ordre, et l'ordre, on va dire aujourd'hui, je prends l'exemple de Apache Kafka, l'ordre n'est pas défini ou n'est pas garanti au sein d'un même topic, il n'est garanti qu'au sein d'une même partition. Donc, si je veux que tous les événements d'un même client finissent dans la même partition, je dois m'assurer d'utiliser une clé qui permet cet ordre. Ah, donc là, on revient à la clé de partitionnement, la clé de hachage dont on parlait tout à l'heure. Exactement, on revient au problème de partitionnement et du choix de la clé. Est-ce que tu vois des applications qui génèrent des numéros de séquence monotones, donc incrémentaux systématiquement, de façon centralisée? C'est très difficile dans un système distribué. Dans un système distribué, si on se base sur une clé incrémentale, on se crée des problèmes parce qu'on n'a plus le contrôle sur l'unicité d'une clé ou en tout cas l'unicité de la partition dans laquelle on veut publier. On n'a plus ce contrôle. Se baser uniquement sur des ID métiers nous garantit qu'on va toujours tomber dans la même partition. On revient au problème de hot partitions. Mais quand on tient compte de l'ordre dans lequel les événements doivent être reçus et traités, on accepte plus ou moins qu'on risque d'avoir des partitions plus chaudes que d'autres. Et est-ce que tu vois aussi dans le monde financier où tu travailles des systèmes qui utilisent le temps comme ordonnanceur? Si on peut avoir un temps distribué suffisamment granulaire à la milliseconde ou nanoseconde en fonction des systèmes, ça peut être une clé d'ordonnancement aussi? Utiliser le temps comme clé d'ordonnancement est très dangereux, même si c'est très utilisé dans le monde du stream processing. Sauf que quand on se base sur le temps, on doit toujours accorder un délai. Parce qu'on ne sait jamais. X millisecondes plus ou moins. Plus ou moins. Y. Il a été créé dans telle application à tel timestamp. Parce qu'on ne peut pas garantir la synchronisation parfaite des clocks entre les systèmes dans un système distribué.
Il est impossible de garantir cette synchronisation. Sauf sur EC2 où il y a un système, mais bon, Je ne sais pas, je ne dirais pas plus. distribué. Mais c'est pour ça que je pensais à ça. Ouais. Quand le temps est utilisé comme méthode, on a toujours une fenêtre de temps. On a toujours un délai. On accepte d'avoir un délai, un décalage, et on doit décider est-ce que les événements qui arrivent après ce délai doivent être ignorés ou est-ce qu'ils feront partie de la fenêtre prochaine parce qu'ils ne feront plus partie de cette fenêtre qu'on vient de clôturer. Un risque que tu as identifié également, c'est, on parlait de gérer les doublons, de rejouer des messages peut-être qui étaient en dead letter queue. Dans le cadre de transactions financières, si on rejoue des transactions financières, je ne serais peut-être pas nécessairement content en tant que client. Enfin, ça dépend. Si c'est mon salaire, je veux bien qu'il soit rejoué. Si c'est mon paiement à mon forfait téléphonique, je n'ai pas nécessairement envie qu'il soit rejoué. Oui, effectivement. On va dire que le problème se pose même aujourd'hui. Supposons qu'on dise à quelqu'un, votre API REST, tous les appels qu'elle a reçus de minuit à 15 heures, elle va devoir les recevoir exactement avec les mêmes payloads et assurez-vous qu'il n'y ait pas de débordement. On appelle ça l'idempotency. Comment est-ce qu'on peut assurer l'idempotency dans un système? Pour avoir un système idempotent en tant que consumer, on doit toujours tenir en compte que je peux recevoir plusieurs fois le même message. Est-ce que j'ai un moyen de savoir si c'est un doublon ou non? Est-ce que c'est un message que j'ai déjà traité, oui ou non? Et des fois, pour certains use cases, on se dit on va retraiter tous les messages qu'on a reçus, que ce soit pour entraîner un modèle ou pour faire des prédictions. C'est courant de retraiter les mêmes données. Sauf qu'on peut décider d'avoir le même comportement initial, donc on est idempotent, X fois la même méthode, mais le résultat n'est appliqué qu'une seule fois. Et des fois, on dit OK, à partir de l'itération 2, on va tout simplement ignorer tous les messages qu'on a déjà traités. Donc, ou bien on est idempotent, donc on peut garantir que recevoir plusieurs fois le même message n'a l'effet escompté qu'une seule fois, ou on a un flag quelque part, on dit on est en mode dry run, on reçoit des messages, mais... Et on ne va pas en tenir compte. Enfin, on ne va pas appliquer la totalité de la transaction, oui, en tout cas. On ne va pas appliquer tous les traitements, on ne va pas tout appliquer. Il y a beaucoup de choix à faire et pendant qu'on conçoit un composant, on doit savoir est-ce qu'il est candidat au rejet de données, oui ou non? S'il est candidat au rejet de données, est-ce qu'il est idempotent ou pas? Est-ce qu'il active le dry run ou pas? Ce sont des questions qu'il faut se poser avant parce qu'une fois qu'on est en pleine production et qu'on a un bug et qu'on doit rejouer 5 millions d'événements et ne pas avoir d'effet de bord, ce n'est jamais garanti. Oui, on ne peut pas changer les clients à ce moment-là. Il fallait y penser avant. Il fallait y penser avant. Donc, il faut y penser pendant qu'on conçoit son système. Et souvent, on a un système qui n'est pas du tout pensé pour ça. Notre application, elle est up depuis 6 heures du matin. On détecte un bug, on corrige, on doit redéployer. Sauf que tous les événements qu'on a déjà reçus doivent être retraités avec la bonne logique. Là, il y a deux techniques. Soit on rejoue les événements avec la bonne logique, comme tu le dis, soit on fait un quick hack et on va changer la base de données pour aller faire la correction du bug par la porte de derrière. Et dans certains systèmes, la base de données, elle est write once, read many. On ne peut pas le faire pour des contraintes. Donc, on a des contraintes, on ne modifie pas la donnée. Donc, on doit toujours mettre à jour. Trouver des solutions sans modifier la donnée, que ce soit la donnée en input ou la donnée en output et surtout pas la donnée à trust. Une donnée dans la base ou dans le broker ne peut pas être modifiée. Pour des questions de traçabilité et de preuve. Si la traçabilité de notre système n'est pas effective ou on ne peut pas tout le temps la prouver, notre système n'est plus compliant. Et ça nous amène à la dernière best practice ou chose à faire, j'allais dire à ne pas faire, mais non, il faut le faire. Comme tous les systèmes distribués, garder une vue des transactions de bout en bout, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, d'avoir les bonnes alarmes, c'est pas facile. C'est la partie observabilité. Quelles sont tes recommandations en observabilité de système event-driven? Tout comme tout système event-based ou un système synchrone tout simple, même si c'est une simple API REST qu'on expose, on a besoin de savoir quelle charge elle reçoit, quelle charge elle peut supporter. Est-ce que le taux d'erreur atteint certains seuils ou pas? Est-ce qu'on arrive à bien traiter les demandes qu'on reçoit?
Et là, c'est quand un seul composant reçoit toutes les API calls, donc c'est facile. Par contre, notre système est distribué. Nous avons plusieurs points d'entrée, plusieurs points de sortie. Et on n'a pas toujours la capacité de cartographier le tout. Donc, on doit, à chaque fois que l'on conçoit un système, qu'on l'ajoute à notre topic space, l'armer d'un certain nombre d'éléments qui nous permettent de savoir où il est, qu'est-ce qu'il reçoit comme trafic, est-ce qu'il supporte la charge ou non, la durée moyenne des traitements des messages, la latence, le nombre de messages en file d'attente. Non, si c'est un consumer ou producer, on va dire que les critères changent un peu, mais quand on est consumer, la file d'attente, est-ce que j'arrive à suivre la cadence de production des messages, oui ou non? Si je n'y arrive pas, peut-être parce que j'ai besoin de plus d'instances de ce consumer group et le problème est réglé. Quand on est producer et qu'on met beaucoup trop de temps à publier, peut-être qu'on a des soucis réseau, peut-être qu'on a des soucis applicatifs. Donc, il faut avoir les métriques pour pouvoir savoir s'il y a, on va dire, pas seulement savoir qu'il y a un problème, mais surtout voir venir. On doit toujours se préparer quand on fait son capacity plan. Je dois dire, OK, mon système, je sais qu'il va tenir la charge si j'ai 100% de plus de clients. Et pour faire ces projections, j'ai besoin de métriques réelles. Et ces métriques, je ne peux les avoir que si mon système est monitoré. Et pour ne pas dire monitoring, parce que quand on dit monitoring, on pense un peu aux vieilles méthodes. Mais aujourd'hui, on va utiliser l'OpenTelemetry pour avoir les traces. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'aller mettre des ID dans tous les messages qui rentrent et balader ces ID de bout en bout de manière à ce qu'on puisse suivre toute la chaîne d'un message. On va dire que tous les composants qui vont produire des messages dans notre topic space, eux vont ajouter les bonnes sondes là où il faut. Et je prendrai toujours l'exemple sur la page Kafka. Nous avons les headers qui accompagnent le message, donc les métadonnées. On peut les utiliser et on doit les utiliser pour ajouter toutes les sondes qu'il faut, permettant au message de traverser tout notre système. Et à chaque fois qu'un composant intermédiaire reçoit, traite et republie un message, il doit lui aussi enrichir ces headers. Et comme ça, on a une trace, un span complet de toutes les étapes qu'on a traversées, toutes les couches qu'on a traversées, le temps passé dans chacune de ces... Et de la visualisation aussi, du Grafana, je suppose, ou quelque chose comme ça. Exactement. Aujourd'hui, avec Grafana, Loki ou tous les outils qui sont compatibles OpenTelemetry, dès qu'on utilise les bons outils, les bonnes métriques, nous avons tout de suite cette visibilité qui est souvent nécessaire, voire plus qu'importante pour pouvoir naviguer. 12 choses à faire pour foirer votre système event-driven, ou si on le prend plus positivement, 12 choses à faire pour réussir son architecture orientée à événements. How to fail your event-driven system, c'est le titre de ton talk aux API Days, la conférence qui existe depuis plusieurs années maintenant autour des API. Nous enregistrons ce podcast au CNIT La Défense sur le plateau d'Expo. Vous entendez peut-être un peu de bruit derrière nous. Merci Oussane Moustapha, tu es architecte IT, coach IT également chez Bivouac de la BNP Paribas. Tu es speaker sur ce sujet-là. Dans quelques minutes, maintenant, tu seras sur scène. Merci d'être passé dans le studio du podcast AWS en français avant ton talk. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un autre épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.